Mon fils m'a dit, je te rembourserai pour tout, quand il avait 12 ans. Jean. Et rit, jusqu'à ce que, 15 ans plus tard, les choses prennent une tournure inattendue. Hugo a prononcé ces mots debout dans notre petite cuisine, les larmes coulant sur son visage, tenant l'avis d'expulsion que j'avais essayé de lui cacher. Il avait 12 ans, il était petit pour son âge, et portait un t-shirt troué au col parce que nous n'avions pas les moyens d'acheter des vêtements neufs. J'ai simplement expliqué que nous avions un mois pour trouver un autre logement, que le propriétaire avait fini par perdre patience face à mes retards de loyer, et que nous allions devoir déménager pour la 3e fois en 2 ans. Mon fils m'a regardé avec ses yeux sombres et sérieux qui avaient vu trop de précarité pour son âge et a fait une promesse que je savais qu'il ne pourrait pas tenir. Maman, quand je serai grand, je te rembourserai pour tout. Pour toutes les fois où tu as dû choisir entre me nourrir et payer les factures d'électricité. Pour chaque fois que tu as enchaîné les doubles services et que tu es rentré épuisé, pour chaque sacrifice que tu as fait, je te promets que je réparerai tout ça. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot, et je l'ai serré fort contre moi. Mon cœur se brisait parce qu'il n'avait que 12 ans et qu'il n'aurait pas dû porter la culpabilité de notre pauvreté. Il n'aurait pas dû faire des promesses pour régler des problèmes qui n'étaient pas de sa faute. J'ai ri doucement et je lui ai dit qu'il ne me devait rien, qu'être mon fils était amplement suffisant, et que son seul travail consistait à être un enfant et à bien travailler au collège. Mais j'ai vu quelque chose dans son expression qui m'a troublée. Une détermination qui semblait trop mûre pour son visage. Ce n'était pas le genre de promesse en l'air que font les enfants quand ils se sentent impuissants. C'était un serment, un engagement d'une intensité qui m'a presque fait peur. J'ai mis ça sur le compte du côté dramatique de l'enfance et nous avons emballé nos affaires dans des sacs poubelles pour notre 3e déménagement en 24 mois, nous installant dans un appartement encore moins cher, dans un quartier sensible. Parce que mon salaire de serveuse ne pouvait pas s'étirer davantage. Les années qui ont suivi ont été dures, d'une manière qui nous a usés à petit feu. Je cumulais 2 emplois, serveuse dans un restaurant le soir et femme de chambre dans un hôtel le matin, dormant à peine 5 heures par nuit. Hugo s'est élevé tout seul à bien des égards, apprenant à se préparer des repas simples dès l'âge de 13 ans, faisant ses propres lessives, et allant seul au collège parce que j'étais toujours à un travail ou à un autre. Il ne s'est jamais plaint, n'a jamais réclamé les choses que les autres enfants avaient, et ne m'a jamais fait me sentir plus mal face à notre situation que je ne l'étais déjà. Il étudiait sans relâche, dès qu'il a eu l'âge légal, il a commencé à travailler à temps partiel, économisant chaque centime. Quand Hugo a eu 16 ans, il est rentré à la maison avec un œil au beurre noir et la lèvre fendue qu'il a essayé de me cacher. Je l'ai coincé dans la salle de bain pendant qu'il nettoyait le sang sur son visage et j'ai exigé la vérité, il s'était battu au lycée pour défendre un autre élève contre des harceleurs, et le proviseur l'avait exclu temporairement pendant 3 jours. Bien que des témoins aient confirmé qu'il protégeait un élève plus petit. Cette exclusion signifiait qu'il manquait les Olympiades nationales de mathématiques pour lesquelles il se préparait depuis 1 an, un concours avec une bourse d'excellence à la clé dont il avait désespérément besoin pour ses études supérieures. J'ai appelé le lycée, les suppliant de reconsidérer la sanction, expliquant qu'Hugo était un bon garçon qui avait pris la défense de quelqu'un, mais ils ont refusé de transiger sur le règlement intérieur. J'ai observé le visage de mon fils quand je lui ai annoncé que le concours était désormais impossible. J'ai vu quelque chose se durcir dans son expression, une froideur que je n'avais jamais vue auparavant. Il n'a pas pleuré, ni hurlé, ni accusé personne. Il a juste hoché la tête une fois et a dit « C'est pas grave », d'une voix qui faisait clairement comprendre que c'était très grave. Ce soir-là,
je l'ai trouvé à son bureau, en train de résoudre des équations complexes avec sa lèvre toujours gonflée. Et j'ai ressenti une vague d'impuissance insurmontable m'envahir. Je ne pouvais pas annuler son exclusion. Je n'avais pas les moyens de payer un avocat pour contester la décision. Je ne pouvais rien faire d'autre que continuer à cumuler mes 2 emplois et espérer que les choses finiraient par s'arranger. Elles ne se sont pas arrangées. 3 mois plus tard, j'ai été licenciée de mon poste de femme de chambre parce que j'avais manqué trop de services. Je les avais manqués. Parce que je souffrais d'un problème de santé que je ne pouvais pas me permettre de faire diagnostiquer correctement, des douleurs au ventre qui me pliaient. Parfois en 2, mais que j'ignorais parce que, n'ayant pas de mutuelle complémentaire et craignant les dépassements d'honoraires, j'évitais les consultations. Le restaurant m'a gardé mais a réduit mes heures. Et soudain, nous avons commencé à sombrer financièrement, d'une manière que nous avions réussi à éviter jusque-là. L'appartement bon marché dans lequel nous avions emménagé avait développé un grave problème de moisissure noire que le propriétaire refusait de traiter. L'asthme infantile d'Hugo s'est aggravé à un tel point qu'il a fini aux urgences 2 fois en 1 mois. Bien que l'assurance maladie couvre une partie, les frais annexes, les forfaits hospitaliers et les traitements ont été catastrophiques. Je n'avais jamais eu de bonne mutuelle car les cotisations étaient impossibles avec mes revenus, et maintenant je devais 15 000 € pour ces passages aux urgences et les soins de suivi. Le service de recouvrement appelait sans cesse, laissant des messages de plus en plus menaçants. J'ai arrêté de répondre au téléphone et j'ai commencé à faire des crises d'angoisse chaque fois que le courrier arrivait, parce que ce n'étaient que des factures, des relances pour de l'argent que je n'avais pas et que je n'imaginais jamais avoir. Hugo a obtenu son baccalauréat avec la mention très bien malgré tout, malgré les déménagements, la précarité, l'appartement insalubre et l'opportunité ratée de cette bourse d'excellence. Il avait travaillé à temps partiel en classe de première et de terminale comme caissier dans un supermarché, économisant chaque centime pour ses études. Il avait postulé dans des universités prestigieuses proposant de bonnes aides, avait été accepté dans 3 d'entre elles et avait choisi celle offrant le meilleur accompagnement financier. J'étais à la fois fière et le cœur brisé, car sa bourse couvrait ses frais de scolarité, mais pas le logement étudiant, les manuels ou les frais de subsistance, et je n'avais rien à lui donner. Il avait économisé 4 000 € grâce à son travail au supermarché, et c'était tout ce que nous avions à nous deux. La nuit avant qu'Hugo ne parte pour l'université, il m'a fait asseoir à la table de notre cuisine rongée par l'humidité et a essayé de me donner 2 000 € sur ces 4 000. J'ai refusé catégoriquement, haussant presque le ton pour lui dire que je ne prendrais pas l'argent dont il avait besoin pour se nourrir et acheter ses livres. Il a insisté, disant que j'en avais plus besoin, que mes problèmes d'estomac s'aggravaient, que je devais consulter un spécialiste et que les dettes m'écrasaient. Nous nous sommes disputés jusqu'à ce que nous soyons tous les 2 en larmes. Finalement, je lui ai fait promettre de garder la totalité des 4 000 € pour lui, de se concentrer sur ses études et de ne pas s'inquiéter pour moi. Je m'en sortirai, lui ai-je dit, en mentant effrontément, car je n'allais pas bien du tout, et nous le savions tous les 2. Concentre-toi juste sur tes cours et deviens quelqu'un qui n'aura jamais à vivre comme ça. Hugo m'a regardé avec ses mêmes yeux intenses que lorsqu'il avait 12 ans, et je l'ai vu lutter intérieurement avant de renoncer à ajouter quoi que ce soit. Il m'a serré dans ses bras et est parti le lendemain matin pour l'université, et j'ai pleuré pendant 3 heures. Après son départ, car l'appartement semblait vide d'une manière étouffante. L'université était censée être le moment où la roue tournerait pour Hugo, où son intelligence et son éthique de travail porteraient enfin leurs fruits. Mais de
Mois après le début de sa première année, j'ai reçu un appel du commissariat, m'informant qu'il avait été arrêté. Le motif était le vol, plus précisément le vol de matériel de laboratoire très coûteux dans le département de chimie. L'inspecteur m'a expliqué qu'ils avaient des images de vidéosurveillance montrant Hugo entrer dans le laboratoire tard le soir et repartir avec un sac à dos rempli de matériel d'une valeur de plusieurs milliers d'euros. Ils avaient retrouvé le matériel dans sa chambre universitaire, ainsi que des emails qu'il avait écrits pour essayer de le revendre sur Internet. J'ai conduit pendant 3 heures jusqu'à l'université, dans un état de choc total, car mon fils n'était pas un voleur, il n'avait jamais rien volé de sa vie. Quand je l'ai vu en cellule de garde à vue, il avait l'air épuisé et vaincu, au point de paraître vieillir de plusieurs décennies. L'histoire complète a fini par émerger. Lentement. Son colocataire avait volé le matériel et l'avait caché dans leur chambre partagée, il avait utilisé l'ordinateur d'Hugo pour envoyer les emails de revente. Hugo l'avait découvert et avait confronté son colocataire, qui avait alors placé d'autres preuves compromettantes et appelé la sécurité du campus en prétendant qu'Hugo était le voleur. Les images de vidéosurveillance étaient suffisamment floues pour que ce soit l'un ou l'autre dans ce couloir sombre. Le colocataire d'Hugo venait d'une famille riche, très bien connectée avec l'administration de l'établissement. Son père était un mécène important et siégeait au conseil d'administration. Hugo, lui, n'était qu'un boursier sans ressources ni réseau. Malgré les protestations d'innocence d'Hugo, malgré les témoignages de moralité de ses professeurs, le conseil de discipline l'a expulsé en attendant l'issue de la procédure pénale. Les poursuites pénales ont finalement été abandonnées faute de preuves suffisantes, mais l'expulsion a été maintenue. Le conseil a estimé qu'Hugo avait enfreint la charte éthique de l'établissement et qu'il ne pouvait pas réintégrer le campus. J'ai dépensé chaque centime que j'avais pour engager un avocat qui, en fin de compte, n'a rien pu faire, car les universités privées disposent d'un large pouvoir discrétionnaire en matière de discipline. La bourse d'Hugo a été révoquée, son dossier scolaire entaché par cette expulsion. Ses études supérieures étaient détruites avant même d'avoir vraiment commencé. Il est revenu dans notre appartement insalubre et a repris son ancien emploi au supermarché. Il travaillait à temps plein et économisait de l'argent avec le vague projet de postuler dans d'autres écoles plus tard, mais j'ai vu la lumière s'éteindre dans ses yeux au fil des mois. Je l'ai vu devenir silencieusement amer, d'une manière qui me terrifiait. 6 mois après son expulsion, mes problèmes d'estomac sont devenus si aigus que je me suis effondrée au travail et j'ai été transportée d'urgence à l'hôpital. Les examens ont révélé un cancer du côlon à un stade avancé, qui s'était développé sans traitement depuis plus d'1 an. Ces douleurs au ventre que j'avais ignorées s'étaient finalement manifestées par quelque chose qui ne pouvait plus être balayée d'un revers de main. L'oncologue m'a expliqué que j'aurais besoin d'une intervention chirurgicale suivie d'une chimiothérapie agressive. Le seul traitement offrant de réels espoirs était une thérapie expérimentale dans une clinique privée spécialisée, non prise en charge par la sécurité sociale, qui coûterait des dizaines de milliers d'euros. Sans ce traitement ciblé, il me restait peut-être 6 mois à vivre. Avec le traitement, mes chances de survie à 5 ans étaient de 40%. J'ai choisi de renoncer au traitement. La décision n'était ni dramatique ni courageuse. C'était une simple équation mathématique. Le traitement nous mettrait sur la paille de manière irrémédiable et finirait probablement par me tuer quand même d'ici 5 ans. Ne pas me soigner signifiait mourir plus vite, mais éviterait à Hugo d'hériter d'une dette médicale écrasante. Cela lui laisserait une chance de reconstruire un jour sa vie. Je lui ai dit que je refusais le traitement parce que j'étais
Fatigué, parce que 40% de chance ce n'était pas assez, et parce que je voulais passer le temps qu'il me restait à vivre plutôt qu'à souffrir sous chimiothérapie. Il m'a supplié de reconsidérer ma décision, il a craqué et a pleuré d'une manière que je n'avais plus vue depuis qu'il était tout petit. Mais je suis restée ferme, et Hugo a fini par arrêter d'argumenter, bien que je l'ai surpris en train de faire des recherches sur des traitements expérimentaux avec une concentration désespérée. Il a commencé à faire des heures supplémentaires au supermarché, comme s'il essayait d'économiser assez d'argent pour me faire changer d'avis. Je voulais lui dire d'arrêter, d'accepter ce qui allait arriver et de se concentrer sur son propre avenir. Mais je n'ai pas eu le cœur de lui enlever le peu d'espoir qui le faisait tenir. Nous sommes tombés dans une routine où il travaillait constamment et où je m'affaiblissais de jour en jour. Tous deux faisant semblant que la situation n'était pas aussi désespérée qu'elle l'était manifestement. 4 mois après mon diagnostic, Hugo est rentré à la maison à minuit avec une allure différente, que je n'ai pas pu identifier tout de suite. Il dégageait une assurance nouvelle, ou peut-être un côté défiant, et son expression était indéchiffrable. Il s'est assis en face de moi à la table de la cuisine et a posé une enveloppe bancaire devant moi, le genre d'enveloppe utilisée pour les gros retraits. Je l'ai ouverte, confuse, et j'y ai trouvé 50 000 € en liasses de billets de 100, plus d'argent que je n'en avais jamais vu réunis au même endroit de toute ma vie. Qu'est-ce que c'est, Hugo? Qu'est-ce que tu as fait? Ma voix était teintée de panique, car il n'y avait aucun moyen légal pour que mon fils de 19 ans, travaillant dans un supermarché, puisse avoir 50 000 €. Il a plongé son regard dans le mien et m'a expliqué, d'une voix neutre, qu'il travaillait dans un second emploi dont je n'étais pas au courant, quelque chose qui payait bien mieux que les rayons du supermarché. Quand j'ai exigé des détails, il a simplement répondu qu'il s'agissait de sécurité privée et a refusé d'en dire plus. J'ai su immédiatement qu'il mentait, mais je ne pouvais pas imaginer quelle était la vérité. La sécurité privée ne payait pas assez pour économiser 50 000 € en 4 mois, surtout pour un jeune de 19 ans sans expérience ni formation. Cet argent me brûlait les mains, entaché par ce qu'Hugo avait dû faire pour l'obtenir. J'ai essayé de le lui rendre, mais il a refusé de le reprendre, son expression se durcissant pour devenir presque méconnaissable. C'est pour ton traitement. Ton traitement contre le cancer. Les meilleurs médecins que nous puissions trouver? La clinique privée, tout ce dont tu as besoin. Ce n'est pas négociable. Je me suis mise à pleurer, exigeant de savoir ce qu'il avait fait, s'il l'avait volé, s'il était en danger. Le visage d'Hugo s'est légèrement adouci, il a pris mes mains dans les siennes et a dit, « Maman, tu te souviens quand j'avais 12 ans? Et que j'ai promis que je te rembourserai pour tout? Je le pensais vraiment. C'est moi qui tiens cette promesse. Cet argent est propre. C'est le mien, et tu vas l'utiliser pour te sauver la vie. » La façon dont il l'a dit indiquait clairement que la conversation était close et qu'il ne s'expliquerait pas davantage, peu importe mon insistance. J'ai pris l'argent parce que je voulais vivre, parce que 50 000 € signifiait que je pouvais peut-être m'offrir ce traitement, parce que mon fils avait miraculeusement trouvé un moyen de me sauver alors que le système nous avait complètement laissé tomber. J'ai commencé la chimiothérapie la semaine suivante dans une clinique privée spécialisée qui acceptait des plans de paiement, utilisant l'argent mystérieux d'Hugo pour couvrir les frais initiaux et les soins continus. Le premier mois a été brutal, la chimio me rendant plus malade que le cancer lui-même. Mais l'oncologue était optimiste quant à ma réponse au traitement. Hugo continuait son travail au supermarché ainsi que son autre emploi mystérieux, rentrant tard presque toutes les nuits et refusant de discuter des détails. J'ai essayé de
suivre ses déplacements une fois, mais il l'a remarqué immédiatement et m'a demandé de lui faire confiance. Je ne fais rien qui puisse te retomber dessus, a-t-il affirmé fermement. Je suis prudent et intelligent. Concentre-toi juste sur ta guérison. Ces paroles ne me rassuraient pas vraiment, mais j'étais trop affaibli par la chimio pour me battre contre lui. 3 mois après le début de mon traitement, des agents de la brigade de lutte contre la cybercriminalité ont débarqué dans notre appartement à 6 heures du matin. Ils avaient un mandat de perquisition et posaient des questions sur les activités d'Hugo au cours des derniers mois. L'enquêtrice principale, une femme nommée Capitaine Dubois, a expliqué qu'Hugo était sous surveillance pour son implication présumée dans un réseau de cybercriminalité. Il l'avait tracé jusqu'à un marché clandestin sur le dark web où il vendait prétendument des données volées, en utilisant des systèmes de cryptage sophistiqués pour masquer son identité. Il ne l'avait pas encore arrêté parce qu'il montait encore leur dossier, mais il voulait savoir ce que je savais de ses activités. Je ne savais rien. Je le leur ai dit honnêtement, les mains tremblantes pendant que les policiers retournaient notre minuscule appartement à la recherche de preuves. La capitaine Dubois a semblé croire à mon ignorance, mais m'a prévenu qu'Hugo était probablement impliqué dans de graves délits passibles de lourdes peines de prison. Il surveillait ses activités en ligne et ses comptes bancaires, et avait des preuves le reliant à des failles de sécurité dans plusieurs grandes entreprises. L'argent qu'il m'avait donné provenait probablement de la vente de données confidentielles sur des forums illégaux. Après le départ des enquêteurs, je me suis assise au milieu de notre appartement saccagé et j'ai senti mon monde s'effondrer. Mon fils était devenu un cybercriminel pour payer mon traitement contre le cancer. Il avait commis des crimes qui pourraient l'envoyer en prison pour des années. Il avait sacrifié sa liberté et son avenir pour sauver ma vie. Les 50 000 € m'ont soudain semblé être l'argent du sang, comme si j'avais été complice de sa destruction en les acceptant. Quand Hugo est rentré ce soir-là, je l'ai confronté à tout ce que la capitaine Dubois avait dit. Il n'a rien nié. Il s'est assis calmement et m'a expliqué, avec des termes techniques que je comprenais à peine, qu'il avait appris seul la programmation informatique avancée et le piratage au cours de l'année écoulée. Il avait identifié des vulnérabilités dans les systèmes informatiques d'entreprise, les avait exploitées pour accéder à des données sensibles, et avait vendu ces informations à des acheteurs qui payaient le prix fort. Il avait été prudent, utilisant des outils d'anonymisation et transférant l'argent via des crypto-monnaies. Il pensait être intraçable, mais apparemment, la police judiciaire était plus douée pour traquer les hackers qu'il ne l'avait anticipé. Je savais que c'était illégal, a déclaré Hugo sans la moindre émotion. Je savais que je risquais de me faire prendre, mais tu étais en train de mourir, et je ne pouvais pas laisser faire ça alors que j'avais les compétences pour l'empêcher. Tu as tout sacrifié pour moi pendant toute mon enfance. Je n'allais pas te laisser sacrifier ta vie en plus. La logique était à la fois insensée et déchirante. Mon fils de 19 ans avait commis des crimes par amour, il avait risqué sa liberté parce que j'avais trop sacrifié pour lui. Pendant trop d'années. Je l'ai supplié d'arrêter immédiatement, de rendre l'argent qui lui restait, de coopérer avec la justice et d'espérer la clémence des juges. Hugo a secoué la tête et a expliqué calmement qu'il avait déjà vendu les données les plus précieuses et caché les bénéfices d'une manière qui serait très difficile à retracer. Il avait mis assez d'argent de côté pour couvrir l'intégralité de mon traitement, y compris l'opération. Assez pour rembourser les vieilles dettes de santé qui nous asphyxiaient depuis des années. Assez pour s'assurer que je serais à l'abri financièrement, même s'il allait en prison. Tu vas vaincre ce cancer, a-t-il affirmé avec une certitude absolue.
Ensuite, tu vas vivre confortablement pour la première fois de ta vie. C'est non négociable. Le dossier pénal contre Hugo s'est étoffé au cours des mois suivants, pendant que je poursuivais mes séances de chimiothérapie que je n'aurais jamais pu me payer sans l'argent de ces délits. L'ironie était dévastatrice, chaque séance de chimio était financée par le vol de données et l'espionnage industriel. La capitaine Dubois restait en contact, me tenant informée de l'avancée de l'enquête, m'annonçant qu'ils étaient sur le point de procéder à des arrestations. Elle semblait compatissante face à notre situation. Mais elle a bien précisé que les motivations d'Hugo n'excuseraient pas les actes qu'il avait commis. 6 mois après le début de mon traitement, l'oncologue a déclaré que j'étais en rémission. Le cancer avait réagi à la chimiothérapie. Agressive bien mieux que quiconque ne l'avait espéré, les tumeurs rétrécissant jusqu'à devenir indétectables sur les scanners. J'avais survécu alors que les statistiques me donnaient 40% de chance. J'avais vaincu le cancer parce que mon fils avait enfreint la loi pour payer un traitement que le système de santé classique ne m'offrait pas. Cette victoire avait un goût amer, sachant que l'arrestation d'Hugo était imminente, et que chaque jour j'attendais de voir la police l'emmener me noter. L'arrestation a eu lieu un lundi matin, au moment où Hugo partait pour son service au supermarché. Une équipe de policiers l'a encerclé sur le parking, lui lisant ses droits pendant que les voisins regardaient depuis leurs fenêtres. J'ai couru dehors en peignoir et je les ai regardés le faire monter dans une voiture banalisée. Son visage était calmé, résigné, comme s'il s'y attendait depuis des mois. La capitaine Dubois s'est approchée de moi doucement et m'a expliqué qu'il était inculpé pour de multiples chefs d'accusation de fraude informatique, d'usurpation d'identité et d'escroquerie en bande organisée, des crimes passibles de lourdes peines de prison. L'audience devant le juge des libertés et de la détention a été un cauchemar. Le procureur a soutenu qu'Hugo était un cybercriminel sophistiqué, ayant les compétences et les ressources pour prendre la fuite, et a requis son placement en détention provisoire. L'avocat commis d'office d'Hugo était débordé et inefficace, esquissant à peine une défense. Le juge a fixé une caution de 200 000 €, un montant tellement impossible qu'il aurait tout aussi bien pu s'agir de 2 millions. Hugo allait croupir en maison d'arrêt jusqu'au procès, qui pourrait avoir lieu des mois plus tard compte tenu de l'encombrement des tribunaux. J'ai utilisé une partie de l'argent caché par Hugo pour engager un véritable avocat pénaliste, maître Laurent Fournier, spécialisé dans les affaires de cybercriminalité. Maître Fournier a examiné les preuves et m'a dit sans détour que le dossier de l'accusation était très solide. Il avait des analyses médico-légales numériques reliant Hugo à de multiples piratages, ils avaient tracé les transactions en crypto-monnaie, et disposaient de témoignages d'acheteurs ayant acquis les données volées auprès de lui. Le procureur proposait une procédure de plaidé coupable avec une peine de 12 ans de prison ferme en échange de sa coopération pour identifier d'autres membres du marché noir où il avait opéré. Ces 12 ans signifiaient qu'Hugo aurait 31 ans à sa sortie. Cela signifiait que sa vingtaine serait passée derrière les barreaux pour des actes commis pour me sauver la vie. Je ne pouvais pas l'accepter, je ne pouvais pas laisser mon fils sacrifier sa liberté pour ma survie. J'ai demandé à Maître Fournier quelles étaient les autres options, et il m'a expliqué qu'aller jusqu'au procès devant le tribunal correctionnel était risqué. Les juges étaient souvent impitoyables avec les hackers, et Hugo pourrait recevoir une peine encore plus lourde s'il était condamné à l'issue de l'audience. Mais l'avocat a également mentionné que les magistrats avaient une marge d'appréciation dans la sentence, et que prouver des circonstances exceptionnelles pourrait conduire à une peine plus légère que celle requise par la jurisprudence habituelle. La préparation du procès a pris des mois, pendant qu'Hugo patientait en cellule.
Maître Fournier a construit une stratégie de défense autour des circonstances qui avait poussé Hugo à agir, les factures médicales, le refus de prise en charge d'un traitement vital et les failles systémiques qui avaient poussé un adolescent désespéré dans l'illégalité. Il voulait présenter des preuves de mon diagnostic de cancer, du coût exorbitant de la clinique privée, du rejet de notre système, tout ce qui démontrait qu'Hugo avait agi par amour et non par cupidité. Le procureur s'est battu pour exclure ces preuves, les jugeant hors de propos concernant la culpabilité matérielle, mais le président du tribunal a autorisé de brefs témoignages sur le contexte et les motivations. J'ai témoigné à la barre sur nos difficultés financières, sur notre incapacité à nous payer des soins décents, sur le fait d'avoir vu mon fils porter le poids d'une précarité qui n'était pas de sa faute. J'ai expliqué, en larmes, comment j'avais choisi de renoncer au traitement contre le cancer parce que son coût aurait ruiné toute chance pour Hugo d'avoir un avenir. J'ai décrit le moment où j'ai trouvé les 50 000 € sur ma table de cuisine et où j'ai su immédiatement que mon fils avait fait quelque chose de terrible pour me sauver. Les juges ont écouté avec des expressions allant de la compassion au malaise, jusqu'au jugement sévère. Hugo a également témoigné, expliquant avec des détails techniques comment il avait appris à pirater les systèmes d'entreprise, comment il avait identifié et exploité les failles, et comment il avait vendu ses données pour des sommes qui semblaient irréelles pour quelqu'un ayant grandi dans la misère. Il n'a pas montré de remords pour le piratage en lui-même, mais a précisé que sa motivation était unique et désespérée. J'ai vu ma mère choisir la mort plutôt que la faillite. J'ai vu le système lui dire qu'elle ne valait pas la peine d'être sauvée à moins d'avoir de l'argent. Alors, j'ai trouvé un moyen d'obtenir cet argent, et je ne le regrette pas, car aujourd'hui, elle est en vie. Les victimes, les représentants des entreprises visées, ont témoigné des dommages causés par ces violations de données, des clients dont les informations avaient été compromises, des coûts faramineux pour améliorer leur sécurité et régler les litiges. Les sociétés qui l'avaient ciblées avaient collectivement subi des millions d'euros de préjudice, bien qu'Hugo n'ait personnellement empoché qu'environ 90 000 € au total. L'écart entre son profit et leur perte illustre très bien la nature de la cybercriminalité. De petits opérateurs pouvaient causer des dégâts incommensurables tout en ne conservant qu'un bénéfice relativement modeste. Le tribunal a délibéré pendant 2 jours avant de rendre un verdict de culpabilité sur tous les chefs d'accusation. L'audience de détermination de la peine a été fixée à 3 semaines plus tard, et Maître Fournier a préparé un dossier plaidant pour une réduction exceptionnelle de la peine au vu des circonstances hors normes. Il a rassemblé des lettres de soutien de mon oncologue, d'anciens professeurs qui décrivaient la moralité d'Hugo avant que le désespoir ne le pousse au crime, et de membres de la communauté qui connaissaient les luttes de notre famille. Il a mis en évidence les défaillances des services sociaux et de santé, affirmant que la société portait une part de responsabilité en créant des conditions où un jeune homme pensait que le crime était sa seule issue. L'audience de condamnation était surréaliste. Le procureur a requis 15 ans de prison ferme, soulignant la sophistication des actes d'Hugo et la nécessité de faire un exemple. Maître Fournier a plaidé pour une peine de prison avec sursis assorti d'une obligation de rembourser les victimes, en insistant sur la jeunesse d'Hugo, son casier judiciaire vierge et ses motivations poignantes. Le juge a écouté les 2 parties, ainsi que les victimes et les soutiens, avant de suspendre la séance pour réfléchir à la peine appropriée. À la reprise, le président du tribunal s'est adressé directement à Hugo. Monsieur, vous avez commis des délits graves qui ont porté préjudice à des innocents et violé la confiance essentielle à notre économie numérique. Vos compétences techniques et
Votre intelligence aggrave ces crimes, et ne les excuse pas, car vous saviez exactement ce que vous faisiez et vous avez choisi de le faire quand même. Cependant, je comprends aussi les circonstances qui ont dicté vos choix. Je comprends ce que cela signifie de voir un parent souffrir et de se sentir impuissant pour l'aider. Je comprends le calcul moral qui vous a amené à conclure que des données d'entreprise valaient moins que la vie de votre mère. Le juge a poursuivi, expliquant que la sanction devait équilibrer la punition avec la reconnaissance de cette situation exceptionnelle. Je vous condamne à 5 ans de prison ferme, suivi de 3 ans de mise à l'épreuve avec un suivi socio-judiciaire. Vous devrez également payer des dommages et intérêts aux entreprises lésées, pour un montant qui sera déterminé ultérieurement. Cette peine est bien inférieure aux réquisitions parce que je crois que vos actes étaient liés à une situation précise et non à votre caractère, et parce que je suis convaincu que vous pouvez être réhabilité et devenir un membre productif de la société. Mais ne vous y trompez pas, vous allez en prison et vous purgerez une peine pour les actes graves que vous avez commis. 5 ans, c'était mieux que 12 ou 15, mais c'était tout de même dévastateur. Hugo aurait 24 ans à sa libération, le début de sa vingtaine serait passé derrière les barreaux. J'ai sangloté pendant tout le reste de l'audience, me sentant responsable de chaque jour qu'il passerait enfermé. Une fois la séance levée, j'ai eu 5 minutes pour parler à Hugo avant que l'escorte policière ne l'emmène. Il m'a prise dans ses bras et m'a dit qu'il irait bien, que 5 ans c'était gérable. Que je devais me concentrer sur ma santé et vivre la vie qu'il s'était battu pour préserver. Tu ne me devais pas ça, ai-je dit à travers mes larmes. Tu ne m'as jamais rien dû. Hugo a souri tristement et a répondu, je t'ai dit. Quand j'avais 12 ans que je te rembourserai pour tout. J'ai tenu ma promesse. Même si le prix à payer a été plus élevé que ce qu'aucun de nous n'avait imaginé. Les policiers nous ont alors séparés et l'ont emmené. Et je suis resté planté dans la salle d'audience, ayant l'impression d'avoir fondamentalement échoué en tant que mère en laissant mon fils se sacrifier pour moi. Les années pendant lesquelles Hugo a purgé sa peine ont été étranges et douloureuses. Je suis resté sans cancer, la rémission tenant bon, et ma santé était meilleure qu'elle ne l'avait été depuis des décennies. J'ai travaillé et économisé de l'argent, mettant des fonds de côté pour la sortie d'Hugo, me préparant à l'aider à se reconstruire. Je lui rendais visite chaque mois au centre pénitentiaire où il était incarcéré, le regardant mûrir, passant d'adolescent à jeune homme en détention. Il a utilisé son temps en prison de manière productive, suivant des cours universitaires par correspondance, lisant énormément et préparant son avenir après sa libération. Le secteur de la technologie avait entendu parler du cas d'Hugo grâce à la couverture médiatique du procès. Il en est ressorti un débat inattendu sur les hackers éthiques et le désespoir causé par les failles de notre système de santé face aux maladies graves. Plusieurs entreprises de cybersécurité l'ont contacté pour exprimer leur intérêt à l'embaucher après sa sortie, considérant ses compétences comme extrêmement précieuses malgré son casier judiciaire. Une association militant pour l'accès aux soins de pointe a commencé à utiliser notre histoire dans ses campagnes, citant le cas d'Hugo comme la preuve d'une défaillance poussant les gens au désespoir. Hugo a été libéré après avoir purgé 4 ans, grâce à des remises de peine pour bonne conduite. Je suis allé le chercher à la prison par un froid matin de novembre, et nous sommes rentrés à la maison presque en silence, car il y avait trop de choses à dire et aucun moyen de tout exprimer. Il avait été accepté dans le programme de formation d'une entreprise de cybersécurité destinée aux anciens détenus, un poste qui lui permettrait d'utiliser ses compétences légalement tout en respectant ses obligations de contrôle judiciaire. Le salaire était très correct et s'accompagnait d'une excellente mutuelle d'entreprise, des avantages que je n'avais jamais eu de
Toute ma vie professionnelle. 6 mois après sa libération, Hugo m'a fait asseoir et m'a présenté un plan financier qu'il avait élaboré en prison. Il avait calculé qu'entre son nouveau salaire et une gestion stricte de son budget, il pourrait rembourser ses dettes aux entreprises qu'il avait escroquées d'ici 10 ans. Il voulait le faire plus vite si possible, voulait effacer cette ardoise et avancer sans ce fardeau. Je l'ai regardé expliquer les chiffres avec la même concentration intense qu'il avait à 12 ans, la même détermination à réparer les choses par la seule force de sa volonté. Aujourd'hui, cela fait 3 ans qu'Hugo est libre, et il s'épanouit d'une façon que je ne croyais pas possible après la prison. Il est devenu un consultant en sécurité respecté, aidant les entreprises à identifier et à corriger le type de vulnérabilité qu'il exploitait autrefois. Il a remboursé 40% de ses indemnités en avance sur son calendrier. Il a 27 ans, il fréquente une fille merveilleuse et construit une vie normale qui semblait inatteignable pendant ces sombres années. Mon cancer est toujours en rémission. 5 ans maintenant, de bien meilleures statistiques que ce que tout le monde espérait. Nous vivons dans un appartement décent, sans moisissure noire, et pour la première fois de ma vie, j'ai des économies et une sécurité financière. Hugo a tenu la promesse de ses 12 ans. D'une manière qui a bien failli nous détruire tous les deux. Mais d'une façon ou d'une autre, nous avons survécu au prix de l'amour, quand la société avait échoué à valoriser la vie humaine plutôt que le profit. Si vous avez aimé cette histoire, vous voudrez certainement voir les prochaines aussi. Alors, abonnez-vous dès maintenant et donnez-moi votre avis dans les commentaires.